Hop. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Le président somalilandais Moussa Bihi Abdi a poursuivi sa visite de travail à Djibouti en visitant aujourd'hui la société Djibouti Télécom et l'académie de police Nagad. Et sport, victoire historique de Djibouti contre l'Eswatini, 2 buts à 1, c'était hier après-midi au stade de Gouled. Et en Italie, Giuseppe Conte forme un nouveau gouvernement. Voilà donc pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, et sa délégation ont effectué des immersions successives au sein des différentes infrastructures de la société Djibouti Télécom pour prendre connaissance des technologies mises en œuvre. Des visites qui ont conduit le président Bihi et sa délégation dans les locaux de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications et du centre des données ou data center en anglais situé à Haramous. Sur place, ils ont été accueillis par le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi Badon, et le directeur général Mohamed Assowe Bouh. Ils ont suivi les explications du directeur général Mohamed Assowe Bouh sur le nouveau pôle d'expansion commerciale de Djibouti Télécom, et ce, faut-il préciser, avec le double aval de son ministère de tutelle et du gouvernement. Il s'agit de tirer profit par ce billet du formidable développement du marché des télécommunications à l'échelle régionale et mondiale, rappelant que l'opérateur national des télécommunications a fait sien le choix de créer une activité de transit de capacité et de données à l'international. L'offre de services cible donc les opérateurs de la région. Elle conforte Djibouti Télécom dans sa vocation de hub régional de télécommunications. Ensuite, le président du Somaliland et sa délégation se sont rendus à la gare de Nagat. Ahmed et par le directeur général des chemins de fer, Mahmoud Roblé. Là aussi, le président Bihi et sa délégation ont suivi les explications du directeur général sur la mise en service de la nouvelle ligne électrifiée du chemin de fer reliant l'Éthiopie à Djibouti. Le directeur a indiqué que l'infrastructure ferroviaire facilite depuis l'acheminement des biens et des personnes dans les deux sens. Elle permet de réduire le trajet à une seule journée, tant mieux donc dans la mesure où l'Éthiopie dépend en effet en grande partie du port de Djibouti pour ses exportations et importations. La visite donc s'est clôturée par la prise d'une photo de famille. Et dans une interview qu'il nous a accordée, donc le président somalilandais Moussa Bihi Abdi s'est exprimé au micro de la presse donc sur ses visites au cours de son séjour à Djibouti. Le président Bihi a souligné que le peuple de Djibouti, malgré son petit territoire par rapport à d'autres pays d'Afrique, s'est donné comme ambition de servir les grands pays avec ses architectures portuaires, mais aussi sa zone franche internationale qui est la plus grande de l'Afrique. Peu de pays au monde donc se donnent cette volonté, cette ambition. Tout cela a été possible parce que Djibouti a fait de la paix le socle de sa politique, tandis que notre pays d'Afrique connaissent des drames depuis longtemps. Ce n'est que lorsque personne vit en paix qu'on peut tracer son avenir. J'ai visité, a-t-il dit, la zone franche internationale qui est un projet titanesque avec pour objectif de servir toute l'Afrique. Cela traduit aussi que Djibouti passe du niveau national au niveau continental. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, j'ai visité les centres de télécommunications et les câbles sous-marins. Ici aussi, j'ai observé que Djibouti, avec le projet DARE, qui est dédié donc à l'accroissement du niveau de connectivité des fibres optiques régionales, a pour objectif
l'objectif d'assurer un accès donc multiple et sécurisé donc et un trafic plus dense entre les différentes places fortes de la région dans les réseaux interconnectés. Il y a aussi le train électrique qui relie Djibouti à l'Éthiopie, un train tout neuf à la capacité de porter des tonnes de marchandises toute l'année. Ce train donc va aller jusqu'au Sud-Soudan. Donc pour dire cela, Djibouti est en avance par rapport à de grands pays et c'est un exemple à suivre, a-t-il souligné. Balai diplomatique ce matin à la primature où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu successivement 2 ambassadeurs, celui du Yémen et de la France et la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti. En premier lieu, l'ambassadeur de la République du Yémen, Abdallah Moslem Al-Souhoutri, et le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. La visite de courtoisie donc de l'ambassadeur du Yémen intervient alors que ce pays traverse des moments difficiles à cause du conflit qui dure depuis 2014 et le Premier ministre a reçu l'ambassadeur du Yémen à Djibouti et par la suite ce fut au tour du nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. A noter que le secrétaire général de la primature, Abdallah Mohamed Legib Abdallah Kamil, a pris part à cet entretien. Ayant pris ses fonctions le 17 août dernier, le nouvel ambassadeur de France entame une tournée de prise de contact avec plusieurs hautes autorités du pays. Et au cours de cette visite, donc, les ambassadeurs se sont réjouis de venir donc travailler à Djibouti. Et enfin, le Premier ministre a reçu la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson. Et il a assuré donc la nouvelle représentante de la disponibilité du gouvernement de Djibouti à faciliter le travail et les activités de l'UNICEF à Djibouti. Et par la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson, elle a assuré le Premier ministre de sa volonté de soutenir l'effort gouvernemental dans la protection sanitaire et la promotion des jeunes. Sport à présent, avant donc d'entamer la page sport dans son agenda de ce 5 septembre, principalement axé sur la diplomatie parlementaire, le président Mohamed Ali Ahmed a dans un premier temps reçu dans le salon d'honneur la représentation nationale, l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Moslem. Cette rencontre s'est déroulée en présence du Conseil du Président aux affaires arabes. Ces entretiens ont porté sur l'état des lieux de relations bilatérales entre les deux pays frères de la République de Djibouti et du Yémen, ainsi que des sujets d'intérêt commun, notamment sur la scène régionale et du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est d'abord renseigné de la situation actuelle au Yémen qui inquiète la communauté internationale et a fortiori l'Umma arabe et musulmane dont nous faisons partie. L'hôte de marque a toutefois souligné que les appréhensions des plus hautes autorités de la République de Djibouti, donc concernant notamment les tragédies donc, qui touchent son peuple, étaient partagées par les dirigeants de son pays qui mettaient tout en place pour une solution pacifique interne. Et le président Ahmed a par la suite reçu donc la visite d'adieu de l'ambassadeur d'Égypte en République de Djibouti, souhaitant la bienvenue à son invité. Le président Ahmed a souligné l'excellence des relations entre Djibouti et Caire, partageant avec l'ambassadeur Sobhi les retombées positives des tractations et démarches effectuées lors de la mission de représentation quadriannuelle du diplomate égyptien. Sport à présent, le match aller de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a opposé hier au stade Goulet de la sélection djiboutienne à celle des Swatini en Afrique centrale, s'est soldé donc par un score de but à 1 en faveur de la formation djiboutienne. Le public djiboutien était nombreux dans le stade, comme vous pouvez le voir, pour soutenir les requins. Les Djiboutiens sont venus massivement soutenir leurs compatriotes. Les requins de Djibouti et leurs adversaires ont disputé un match animé et plein de suspense avec de nombreuses occasions de but. Le premier but a été marqué par les requins de Djibouti dans les prolongations de la première mi-temps. Un but marqué sur penalty en 2 temps par le jeune numéro 9, Mahdi Mahabeya. Au retour des vestiaires, l'équipe de Swatini égalise grâce au but du joueur Swatini Sibonizo à la 56e minute. Pour autant, les requins n'ont rien lâché, encouragés par le public du stade qui soutenait l'équipe nationale A. La 74e minute, Abdi Idli Hamze marque le second but pour le requin, un but de la victoire qui permet à l'équipe de remporter le match aller pour la qualification au mondial 2022. La prestation des requins de Djibouti était supérieure hier après-midi donc à celle des matchs précédents, ce qui leur a permis de remporter cette victoire. Les requins
été bien préparés pour ce match avec un bon encadrement technique et l'encouragement également de la FDF, la Fédération djiboutienne de football, des officiels, au premier desquels le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et pour le public, en communion avec les requins et les supporters qui ont pu suivre le match en direct à la télévision et à la radio, sur les réseaux sociaux, la victoire du 4 septembre va rester dans les annales de l'histoire du football djiboutien et toujours au stade de Gouled. Aujourd'hui donc, en prévision toujours de la Coupe du Monde de Qatar 2022, la formation somalienne sera opposée à celle du Zimbabwe, comptant également pour les matchs éliminatoires. Et pour nous en parler, donc avec nous sur ce plateau, donc l'entraîneur de l'équipe A nationale, c'est monsieur Julien Ahmed. Julien Ahmed, donc bon, bienvenue à vous. Merci. Et donc vous avez remporté une sacrée victoire hier après-midi. Comment est le mental de l'équipe ? Et le vôtre, bien sûr. Bon, le mien est très bien, mais il n'aurait pas été entamé par un autre résultat. Celui des joueurs est forcément très bon. J'attendais cette victoire en match officiel depuis longtemps parce qu'on sent des joueurs qui étaient un petit peu crispés et voire certains traumatisés par le passé. Et donc cette victoire, j'espère, va leur donner beaucoup de confiance. En tout cas, les sourires étaient très larges sur les visages hier soir et la communion avec le public a donné beaucoup d'énergie positive aux joueurs. Alors, mis à part l'euphorie de cette victoire, cette toute jeune équipe, on va dire, nouvellement reconstituée, est-elle prête donc psychologiquement à aller défendre donc les couleurs à l'Eswatini, parce que c'est un match à domicile, c'est bien avec les supporters, mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Oui, tout à fait, vous avez raison. Est-elle prête? Eh bien, on va le voir. C'est à elle de nous donner la réponse sur le terrain. Effectivement, c'est une équipe jeune, à peu près, on va dire, 50% de joueurs qui sont U23, donc moins de 23 ans. C'était mon souhait de faire une équipe à moitié jeune et à moitié encadrée par des anciens. Bon, les anciens ne sont pas non plus des joueurs trop âgés. Hein. Le plus âgé a 32 ans, le capitaine Waïs Daoud. Ils sont bien encadrés et l'objectif, c'est évidemment qu'ils emmagasinent de l'expérience pour les années à venir. Vous aviez hier des joueurs de 19 ans, de 20 ans qui étaient sur la pelouse. Ils sont l'avenir du football djiboutien. Mais il faut qu'ils participent le plus tôt possible de manière à ce qu'ils engrangent des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, afin de devenir de très bons joueurs quand ils auront 23, 24 ans, 25 ans. Alors, hormis les matchs officiels comme ceux qu'on vient de voir, l'équipe aussi doit disputer plusieurs matchs amicaux afin de se préparer. Des matchs qui ne comptent pour rien, mais qui permettent à l'équipe d'être prête. Oui, effectivement, c'est une bonne analyse et c'est le problème que l'on a eu. On a disputé en fait qu'un seul match amical. Moi, j'ai véritablement commencé le travail au mois de mars, fin mars, avec cette équipe-là, enfin du moins avec 45 joueurs. Puis ensuite, j'ai rétréci le nombre de joueurs. Mais donc c'est un travail de 5 mois et les effets sont phénoménaux. Mais effectivement, nous n'avons fait qu'un match amical contre la Somalie fin juillet, juste avant d'avoir reçu l'Éthiopie en match officiel. C'était insuffisant, bien sûr. On a fait une opposition interne contre nos jeunes U20, mais c'est pas suffisant. Là, nous allons partir en stage au Qatar, 10 jours, et nous ferons là-bas des matchs amicaux contre des équipes qataries, ce qui va nous permettre d'asseoir un petit peu notre jeu et notre philosophie, parce que il faut apprendre un petit peu à gérer avec courage ce que je demande aux joueurs, et quand il y a l'émotion de la tribune, comme hier soir, certains sont très pris par cela, et donc il faut un peu de temps pour qu'ils arrivent à calmer un petit peu leurs nerfs, et ça vient avec l'accumulation des matchs. Des matchs, exactement. Et pensez-vous donc que cette jeune équipe pourra donc participer officiellement et de manière à ce qu'il remporte plusieurs matchs à la Coupe du Monde, donc, puisque c'est la phase éliminatoire? On ne sait jamais. On ne sait jamais, bien sûr, oui. Il ne faut pas être fataliste. Il faut avoir aussi beaucoup d'humilité. Bon, moi, je bats contre le fatalisme depuis que je suis arrivé à Djibouti, c'est-à-dire on va perdre, c'est sûr qu'on va perdre, on est trop petit, on est trop maigre. Et ça, j'essaye d'inculquer aux joueurs que non, dans le football, c'est un sport merveilleux parce que c'est pas toujours le favori qui gagne et c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Maintenant, il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Cette victoire-là doit nous donner de la confiance, nous permettre de travailler sur nos points forts, parce qu'on a gagné sur nos points forts hier. Et cela nous a encore prouvé que cela était réalisable, que nous pouvons gagner des matchs et aller plus loin. Bien sûr, et contre une équipe constituée de joueurs qui morphologiquement et physiquement sont plus forts que nous. Voilà. Mais il reste le mental, la technique et l'aspect tactique sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Voilà. Maintenant, je ne veux pas me prononcer sur une participation éventuelle, que ce soit
soit Coupe du Monde ou Cannes, nous devons progresser étape par étape. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Et là, on est bien. On avance bien, on teste beaucoup de joueurs, l'état d'esprit est très bon, on est bien aidé par la fédération, par le ministère, le public est là, donc c'est une bonne communion parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas eu d'équipe pendant 2 ans. Donc on repart presque de zéro. Merci donc Julien d'avoir bien voulu répondre à notre question et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous espérons donc que l'équipe nationale A va aller plus loin et pourra gagner donc d'autres matchs au grand plaisir bien sûr de leurs supporters. Bien sûr. Ciao. Merci à vous. Dans l'actualité également, à l'instar donc des établissements scolaires de la capitale et des autres régions de l'intérieur, les lycées général et hôteliers donc de la région d'Arta ont repris le chemin de l'école tôt ce lundi. Au total, c'est 530 élèves du lycée d'Arta, presque une cinquantaine d'enseignants qui ont repris les cours. Après les grandes vacances de la rentrée scolaire est un moment de joie et de retrouvailles pour les lycéens. Certains étaient accompagnés de leurs parents. Une forte délégation comprenant les autorités de la région d'Arta et le responsable régional de l'éducation ont supervisé la nouvelle rentrée dans les établissements scolaires. Contrairement aux autres régions et la capitale, les élèves de la région d'Arta bénéficient des conditions climatiques favorables dans cette ville située à 40 km de la capitale avec un climat doux et agréable. Rentrée scolaire aussi, cette fois-ci dans la région d'Obok, où après la rentrée du fondamental, les élèves du lycée général du LIC et de l'école Ar-Rahma ont repris les cours. Par ailleurs, les élèves réfugiés d'établissements Markazi d'Obok sont aussi rentrés comme les autres établissements. Au total, c'est presque 800 élèves de l'enseignement secondaire et technique qui ont repris le chemin des classes dans une bonne ambiance. Une délégation comprenant donc les autorités administratives et éducatives ainsi que les responsables de l'école Ar-Rahma et celui du camp Markazi ont supervisé la nouvelle rentrée scolaire de la région de Bok pour l'année 2019-2020. Après avoir été donc stoppés dans la capitale, certains trafiquants de faux billets de banque, se croyant plus malins que les autres, se sont déplacés donc vers les régions de l'intérieur où ils pensaient pouvoir commettre leurs méfaits en toute impunité. Mais ils ont oublié donc que la représentation de l'État à travers la gendarmerie est étendue sur toute l'étendue du territoire. Dans ce cadre, le haut commandement de la gendarmerie a renforcé les capacités opérationnelles des brigades des régions de l'intérieur en vue de stopper ce phénomène avant même qu'il ne s'installe dans une région. Ainsi, dans la soirée du 1er septembre, vers 20h, les enquêteurs de la brigade de Dikil ont démantelé un réseau de trafiquants des faux billets de banque qui s'est installé dans le chef-lieu de la région de l'Unité. En effet, 3 individus originaires de la capitale sont installés dans la région de Dikil en vue d'initier un trafic de faux billets de banque. Après des investigations, un premier trafiquant chargé d'écouler les faux billets sur le marché de la ville a été arrêté. Ils étaient en possession d'une somme de 45 000 francs en faux billets. Immédiatement, 2 autres auteurs de cette affaire ont été interpellés et placés en garde à vue. Le 2 septembre, donc, avec le renfort des OPJ territorialement compétents de la brigade Cheikh Moussa, les enquêteurs de Dikil se sont transportés à Balbala en vue donc d'effectuer une perquisition au domicile des auteurs principaux. Cette opération donc a permis la découverte d'une imprimante en couleur avec laquelle ils imprimaient les faux billets avant de les acheminer vers la région de Dikil. Il a été donc également retrouvé dans leur domicile plusieurs articles achetés des boutiques de Dikil en vue d'écouler les faux billets des banques. Compte tenu de la gravité des faits, les 3 auteurs impliqués dans cette affaire seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Encore une fois, le haut commandement de la gendarmerie nationale recommande aux commerçants et tenanciers de la place de bien vérifier l'authenticité des billets qui leur sont remis et rappelle aux délinquants que les lois de la République seront appliquées partout sur le sol national. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le Qatar, pays organisateur de la Coupe du Monde de football 2022, a dévoilé le logo de son mondial ce mardi. Il a été projeté sur les façades du bâtiment à Doha à 22h22 heure locale, horaire qui reprend les chiffres 2022. Le design donc reprend la silhouette du célèbre trophée remis
au vainqueur, avec une forme qui rappelle un célèbre foulard traditionnel de l'émirat, également utilisé dans de nombreux pays de la région. Selon le site internet de la FIFA, les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes des déserts du sable si caractéristiques du pays hôte, tandis que sa forme est à la fois celle du chiffre 8, comme le nombre d'enceintes magnifiques qui accueilleront la compétition, et celle du symbole de l'infini qui vient souligner les innombrables interconnexions qu'implique la compétition. Les mots FIFA World Cup Qatar 2022, écrits dans une police arabisante spécialement créée pour l'occasion, accompagnent le logo. Le logo de la Coupe du Monde 2022 a été dévoilé simultanément dans de nombreuses autres grandes villes à travers le monde, notamment New York, Moscou, Londres, Paris ou Johannesburg en Afrique du Sud. Le match d'ouverture du mondial qatari est prévu le 21 novembre 2022 et la finale se jouera le 18 décembre à Doha, la capitale. Le nouveau gouvernement italien a été formé, donc Giuseppe Conte a réuni les frères ennemis pour former son nouveau gouvernement. Le Premier ministre italien a rassemblé le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate pour sceller cette coalition inédite au terme d'une crise politique qui aura duré près d'un mois. L'équipe devra prêter serment ce jeudi avant d'être confirmée par le Parlement dans les jours à venir. Les poids lourds du centre-gauche du mouvement 5 étoiles se partageront les principaux portefeuilles. Le Parti démocrate met la main sur l'économie et la défense, tandis que le mouvement 5 étoiles garde dans son escarcelle, entre autres, la justice et l'environnement. Luigi Di Maio, l'ancien vice-président issu de la formation populiste, sera le prochain chef de la diplomatie. Le ministère de l'Intérieur, lui, revient à une ancienne préfète de Milan sans étiquette, Luciana Lamorghese. Et enfin, concernant l'ouragan Dorian, au moins 20 morts donc sur l'archipel des Bahamas. L'ouragan Dorian a fait au moins 20 morts et causé des dégâts sans précédent sur l'archipel des Bahamas. Le ministre de la Santé a affirmé que le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Les opérations de sauvetage et l'exploration des maisons viennent de démarrer. Le Premier ministre Hubert Minnis, qui a eu l'occasion de visiter les îles Abacos, les plus touchées, parle de dévastation générationnelle. Partout dans l'archipel, les maisons sont éventrées, méconnaissables. L'ouragan était en catégorie 5 avant de s'abattre dimanche sur les Bahamas. Il a ensuite été rétrogradé en catégorie 2, mais les météorologues l'ont remonté en catégorie 3 mercredi soir. Les Nations Unies estiment qu'environ 70 000 personnes ont besoin d'aide immédiate dans le pays. 1 million de dollars ont déjà été débloqués d'un fonds d'urgence pour fournir les premiers secours. Après les Bahamas, Dorian se dirige vers la Caroline du Sud aux États-Unis. Des vents allant jusqu'à 185 km/h attendent de s'abattre sur la ville côtière de Charleston. La Floride devrait, elle, être épargnée. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.